Donc pour introduire cette table ronde, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Aurélie Delvaux, je suis en 2e année. Et l'année dernière, avec un groupe de 8 étudiants, nous a été donné un sujet sur l'amélioration de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et c'est à la suite de ce projet que nous avons décidé de monter cette table ronde. Donc pour commencer cette table ronde, je vais tout d'abord donner la parole à Marion, qui était donc une de mes co-camarades sur ce sujet, pour qu'elle nous explique un peu pourquoi nous avons décidé de monter cette table. Non, ça marche pas. Donc, comme tu l'as dit, on a travaillé toute l'année dernière sur le projet du handicap. Là, avec la thématique, c'était de développer l'employabilité des personnes en situation de handicap dans le secteur de la chimie. Et donc, on a tout d'abord commencé par faire beaucoup de recherches sur la législation, les quotas qu'il peut y avoir sur les personnes handicapées. Et ensuite, on a pensé que c'était important d'interroger directement les personnes qui sont complètement en lien avec le handicap, qui y sont confrontées tous les jours, soit par leur vie personnelle, par un proche ou personnellement, ou dans leur vie professionnelle. Et donc pour cela, on a interrogé une vingtaine de personnes, donc aussi bien des personnes directement handicapées ou leurs proches, ou des personnes d'associations de personnes handicapées, ou d'entreprises, etc. Et donc avec cette phase de constat, ce qui est sorti comme idée, c'est que bien sûr chaque personne essayait à leur échelle de changer les choses, donc instaurer des journées de sensibilisation, etc. Mais on a pensé que ça pouvait être intéressant de tous les réunir ensemble et d'essayer de faire émerger une idée en réfléchissant un peu tous ensemble avec toutes les visions qu'il peut y avoir aussi bien de l'école que des entreprises, que des personnes directement touchées par le handicap. Merci. Du coup, maintenant, je voudrais donner la parole à Clément Pêche, qui faisait partie en fait du groupe qui nous a proposé ce sujet, parce qu'il faut savoir que ce sujet nous a été proposé par Chimex. Et donc, je voulais savoir, vous, en tant que RH, pourquoi vous avez décidé de nous poser cette question, quel était le but, le besoin, etc. Tout à fait. Donc, merci de me donner la parole à l'occasion de cette table ronde. On est ravis de pouvoir participer aujourd'hui, Chimex, dans le cadre de cette initiative. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a développé un partenariat avec l'école Chimie ParisTech. Partenariat qui se traduit par un certain nombre de stagiaires, d'apprentis qui viennent renforcer nos troupes chaque année, mais également des collaborateurs. On en a présent aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Donc un partenariat qui se nourrit et qui se construit d'année en année. Donc déjà, merci pour cette invitation. Et donc c'est vrai qu'au niveau de ces projets donc, pluridisciplinaires, ça fait maintenant 3 ans qu'on propose des projets à des groupes d'étudiants qui tournent autour de la thématique RSE, qui est un sujet cher à Chimex. Donc il y a 3 ans, on leur avait demandé de réfléchir sur comment mettre en place une dynamique RSE pour l'industrie chimique. Il y a 2 ans, on a axé le projet sur le côté renouvelable. Et cette année, c'est vrai qu'on a pris le parti de les faire plancher donc, sur le sujet du handicap. Donc pas le sujet le plus facile à appréhender et le plus, on va dire, naturel pour des étudiants en chimie de prime abord. Mais on a pris cet angle-là parce que c'est vrai que le sujet du handicap, donc, qui intéresse les entreprises et notamment Chimex, un vrai sujet d'actualité, c'est vraiment un sujet protéiforme qu'on peut prendre sous divers angles avec une complexité à plusieurs niveaux. Donc il y a l'angle du recrutement, évidemment, c'est notamment sur cet angle-là qu'on leur a demandé de travailler en particulier, mais aussi pour des personnes qui sont déjà recrutées, comment travailler sur la sensibilisation auprès des collaborateurs pour faire reconnaître les personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet pour des personnes soit qui ignorent leur handicap, soit pour les sensibiliser sur ce que peut leur apporter le fait de se reconnaître en situation de handicap. Donc on a vraiment des sujets qui tournent autour de ça. La thématique du maintien dans l'emploi, qui est également une thématique importante, ou la mise en place, on va dire, d'infrastructures qui permettent d'accueillir ces publics. Donc c'est vraiment un sujet d'une complexité grande pour les entreprises,
qui s'inscrit dans un contexte de marché de l'emploi. Donc qui dit marché, où on a entre guillemets à un moment donné une offre qui fait face à une demande. Face à ça, comment fluidifier les ponts et les passerelles entre cette offre et cette demande? Donc là, on rentre dans le cœur du sujet sur le recrutement. Donc comment favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être mises en œuvre, mais le constat qui a été établi, c'est qu'il y a des freins à cette insertion. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il nous a semblé intéressant et important d'inclure et de faire participer des étudiants qui sont des futurs professionnels, qui ont intégré le milieu de l'entreprise, à réfléchir à des solutions qui peuvent être innovantes, à avoir un regard neuf et, sur cette problématique pour nous faire des propositions sur ce sujet. Alors peut-être Marion voudra témoigner tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément le sujet le plus facile à appréhender pour eux au départ. Ils pourront témoigner là-dessus. Je vois qu'il y a dans la salle quelques autres personnes qui ont travaillé sur ce projet. Mais je crois qu'au final, et c'est ça aussi qu'il faut en retenir en termes de retour d'expérience, c'est un sujet pour lequel les étudiants, au fur et à mesure, se sont pris d'intérêt pour ce sujet. Et au regard vraiment de la qualité des livrables qui ont été rendus, on ne peut que se féliciter du travail qui a été accompli par ces étudiants et finalement qui est une expérience très positive qui nous a, je pense, donné raison de les faire réfléchir sur ce sujet. Merci. Tu peux réagir, Marion ? C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est qu'au début, quand on a eu le sujet, on était un peu sceptique parce qu'on s'est dit que comment on pouvait, nous, à notre échelle, essayer de changer quelque chose sur ce sujet. Pourtant, vraiment, on a essayé de vraiment s'y intéresser et de vraiment faire des recherches et faire la phase de constat, comme j'en ai parlé. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment motivé au fur et à mesure quand on a vu qu'il y avait beaucoup de freins et en même temps qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient aider les personnes handicapées à mieux s'intégrer dans la scolarité ou dans la vie professionnelle. Et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté, je pense, de travailler sur ce projet-là. Donc merci. Donc on aurait voulu commencer cette table ronde par un témoignage de Madame Isabelle Mordant, que vous voyez sur l'écran, mais elle n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Du coup, elle a malgré tout voulu nous laisser un témoignage que Marion va vous lire. Donc juste avant, pour la présenter un peu, c'est la mère d'un jeune homme qui est handicapé. Il a la maladie des os de verre, donc c'est quelqu'un qui est très fragile. Et il est actuellement étudiant à l'ENS Ulm, et il est en deuxième année, il a seulement 18 ans, donc c'est quelqu'un de très brillant. Et donc cette mère a, comme vous l'avez tous les deux dit, beaucoup de jeunes en situation de handicap rencontrent de nombreux freins. Et donc ici, c'est vraiment l'exemple d'un combat qu'elle a dû vivre pour aider son fils à atteindre là où il est aujourd'hui. Et donc je laisse Marion vous lire son témoignage. Déjà, elle a voulu vraiment lister tous les éléments qu'elle a pu rencontrer dans le parcours de son fils, aussi bien les éléments facilitateurs que les éléments qui freinent son intégration. Donc déjà, elle a développé la grande volonté de la plupart des enfants et adolescents handicapés, donc qui sont en permanence confrontés à toutes sortes d'obstacles et de difficultés, comme les limites physiques, problèmes médicaux, leurs opérations, contraintes matérielles, etc. Et ils sont habitués au fur et à mesure à surmonter ces épreuves, et donc pour eux, relever des défis devient une seconde nature. Donc ensuite, ils voient aussi l'école et leurs études comme l'aspect positif de leur vie en contraste avec l'hôpital et tout ça, donc la rééducation, les soins, etc. Et ça leur permet, c'est le moyen pour eux qui leur permettra de bien vivre malgré leur handicap. Ils sont donc particulièrement déterminés à réussir. Il est aussi important pour eux de renvoyer d'eux-mêmes une autre image que celle d'assister. Un autre élément facilitateur, c'est une volonté affichée de la société d'intégrer ces enfants dans le système scolaire. Donc il y a des moyens importants qui sont mis en œuvre, comme la généralisation du principe de l'accès des enfants handicapés au système scolaire dit ordinaire, donc pas des écoles spécialisées pour les personnes handicapées. Et donc c'est un accès plus facile et plus organisé aux dispositifs spécifiques, comme des auxiliaires de vie scolaire, des aménagements d'examen, etc., depuis la loi qui a été mise en place en 2005. Par contre, il y a aussi beaucoup d'éléments qui freinent l'intégration des personnes handicapées. Donc le revers de la médaille, par exemple, de la volonté d'intégrer les enfants handicapés,
c'est devenu, comme elle dit, une montagne administrative avec un nombre de demandes qui a crû de manière exponentielle. Par exemple, pour elle, on est handicapé dès qu'on a une allergie ou n'importe quelle trouble mineure ou temporaire. Les démarches, elles sont totalement aussi uniformisées. Donc, il y a la mise en œuvre de l'intégration incroyablement procédurière qui n'est absolument pas personnalisée. Sous couvert de secret médical, donc comme elle dit, les dossiers administratifs sont vidés de leur sens, on ne peut pas y détailler le handicap. Dans le cas de son fils, on ne peut pas préciser fauteuil roulant ou fragile, alors que c'est des informations qui sont quand même primordiales pour l'intégration de son fils. Ils ne seront pas non plus adaptés au niveau scolaire. Par exemple, ce sont les mêmes questionnaires pour un enfant qui va intégrer une maternelle que pour un enfant qui rentre en prépa. Donc ce n'est pas adapté du tout au cas par cas. Ils sont instruits par des personnes qui ne rencontrent jamais l'enfant ni la famille. Donc il y a des risques importants que les aménagements proposés ne correspondent pas du tout aux besoins dont a besoin. Il y a aussi les mentalités qui n'évoluent pas toujours aussi vite que les lois. Donc il y a des phénomènes de rejet par certains enseignants. Plus généralement, l'idée que scolariser des enfants handicapés relève d'une forme de charité et non d'une obligation légale et d'un devoir moral. On fait les choses à moitié. Souvent, on scolarise plus pour se donner collectivement bonne conscience que par conviction réelle qu'ils ont leur place à l'école. Il y a aussi le recrutement des auxiliaires de vie scolaire qui est un vrai problème d'après elle. Il n'y a pas de statut, c'est un salaire minimal, donc on ne recrute que ceux qui acceptent de travailler dans ces conditions. Parfois même, ce sont des postes qui sont réservés à des chômeurs de longue durée, impossibles à réinsérer, qui deviennent à leur corps défendant. Elle a mis « nos enfants méritent mieux ». Dans le cas des handicaps qui sont plus lourds, la norme reste l'enseignement adapté vers lequel on est poussé de manière insistante par les institutions médicales ou scolaires. Donc pour conclure à ce témoignage, le cas de Thomas, il est assez significatif. C'est un excellent élève qui a atteint d'un handicap moteur important et les aménagements qui sont nécessaires pour sa scolarité étaient purement matériels et sa mise en place dans le système allait de soi parce qu'il avait des capacités extraordinaires. Pourtant, et là je la cite, je témoigne de 13 années, donc de la 2e année de maternelle à la maths P, sachant qu'il a sauté 3 classes, de combats administratifs parfois violents et toujours éprouvants pour nous qui auraient sans doute découragé beaucoup de familles. Cela me laisse le sentiment que notre société est encore bien en retard sur cette question. Merci. Nous avons aussi aujourd'hui Monsieur Étienne Guérin, qui est donc une personne en situation de handicap. Et donc, vous travaillez actuellement chez HP, et je voudrais que vous nous parliez un peu de votre handicap, de votre parcours scolaire notamment, etc. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Étienne, donc je suis effectivement malentendant de naissance suite à une maladie génétique, mais ça a été détecté qu'à l'âge de 4 ans, il y a eu du retard dans la détection. J'ai toujours été dans le milieu ordinaire pour la scolarité, mais j'ai eu des aides. J'avais par exemple une institutrice spécialisée qui venait me voir en plus des cours à l'école primaire, au collège. J'ai aussi beaucoup d'orthophonistes pour apprendre à parler, à oraliser, à lire sur les lèvres. Et donc, parcours assez classique en intégration milieu ordinaire, mais beaucoup de combats pour sensibiliser les professeurs, etc. Donc c'est beaucoup d'énergie. Et au collège, ça se passait pas très bien pour moi parce que j'avais le handicap d'être un bon élève. Et donc du coup, les professeurs ne faisaient pas d'efforts pour me faciliter la vie. Et donc, certes, j'avais des bons résultats, mais c'était beaucoup de sacrifices pour moi. Et donc, j'en ai eu marre à la fin du collège. Avec mon orthophoniste, on a décidé d'aller dans un lycée adapté. Et donc, c'était le lycée Rodin, dans le 13e, qui est en partenariat avec l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds, qui est juste à côté d'ici. Et là, ça a été super parce que corps professoral adapté au fait du handicap auditif, etc. Donc, j'avais des preneurs de notes, des cours de soutien. Le lycée a été plus facile pour moi que le collège, c'était un peu paradoxal. Finalement, en fait, s'est posé la question de l'enseignement, que faire après le bac. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Et moi, j'ai beaucoup hésité. Je savais que je voulais pas faire une prépa parce que milieu ultra compétitif, chacun pour soi, pas d'aide. Donc finalement, j'ai opté pour faire une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Et donc, c'est une école que j'ai rencontrée aux Journées Portes Ouvertes pour rencontrer
les professeurs, l'administration. Il y avait une mission handicap, donc c'était une prise de connaissance en amont et ça a été ultra bénéfique. Et en plus, j'ai eu la chance d'être accepté sur dossier et c'était la meilleure école que je pouvais avoir. Donc tout était aligné. Donc c'était à l'INSA de Lyon. J'ai passé ma scolarité là-bas, ça s'est très bien passé. J'ai eu un aménagement de scolarité en prépa. J'ai fait les 2 ans en 3 ans parce que le rythme était très intense. Pour la lecture labiale, ça allait très vite. Donc j'étais considéré comme un sport étudiant. Donc, bon, certes, c'était sportif pour moi, mais d'une autre façon, mais l'école avait déjà des réponses. Et pour moi, c'était réconfortant. Voilà, donc petit à petit, j'ai eu l'envie de partir à l'étranger. Ça m'est venu, j'ai pris confiance. Et je suis parti en Angleterre. Donc là-bas, j'ai pu découvrir le milieu du handicap anglo-saxon. Et c'est là que je me suis rendu compte que la France avait un train de retard. C'est vrai, enfin, on en parle souvent dans les médias. Et là, je l'ai vu vraiment concrètement. Mon analyse, c'est que le système éducatif anglais est beaucoup moins élitiste et fractionné qu'en France. C'est-à-dire que ce sont des grandes universités, 30 000, 40 000 étudiants, des moyens énormes. Mission handicap, c'est 20 personnes. Tandis qu'en France, pour l'enseignement supérieur, il y a certes les facs et les universités, mais c'est beaucoup un milieu d'excellence élitiste, des écoles d'ingénieurs avec des petites promos, moins de 1000 élèves, des moyens forcément fragmentés. Une mission handicap, en général, c'est une personne qui veut faire sa preuve de bonne volonté, mais ça va être une personne. Donc forcément, elle ne peut pas gérer tous les cas de figure du handicap. Donc c'est vraiment le regard que j'ai pu voir en partant à l'étranger. Maintenant, j'ai eu la chance d'être lauréat d'une bourse avec la Fédé. C'est comme ça que j'ai rencontré mon entreprise. Donc la Fédé, c'est une fédération pour encourager et inciter les jeunes à faire des études supérieures, c'est vraiment très important, et à favoriser l'insertion dans le milieu professionnel. C'est le palier faire des études et accès à l'emploi. Et donc maintenant, je suis chef de projet chez Hewlett-Packard Enterprise. Je gère des projets de transformation de systèmes d'information. Je mets en place des clouds privés et hybrides dans des entreprises. Actuellement, je travaille pour AXA. Et j'ai des comptes internationaux, je gère des projets en Angleterre, j'aime beaucoup l'Angleterre, et à Dubaï. Voilà, donc c'est un peu cette année, j'ai fait pas mal de projets à l'international, beaucoup à Paris, mais c'est chouette de pouvoir voyager aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc après ces 2 témoignages, je voudrais laisser la parole à Madame Sixtine Paulus, qui représente donc une association à talent égal. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette association, puis peut-être réagir à ces témoignages? Vous voyez beaucoup acquiescer, avoir des opinions, je pense, là-dessus. Mais j'acquiesce beaucoup parce qu'on est à peu près dans le même camp, donc c'est très simple d'acquiescer quand les gens sont d'accord avec soi. Donc à talent égal, ça ressemble un peu à la Fédé, comme l'a présenté Étienne. Donc à talent égal, c'est une association qui a été fondée par Alcatel-Lucent il y a maintenant 6 ans. Maintenant on ne dit plus Alcatel-Lucent, on dit Nokia, parce qu'il n'existe plus. Et en fait, après la loi de 2005, les entreprises ont vite compris qu'il valait mieux pour eux mettre en place des missions handicap, signer des accords handicap avec leurs partenaires sociaux, que seulement régler un chèque à l'AGFIP. Je ne sais pas si vous savez tous comment fonctionnent les quotas. Aujourd'hui en France, la loi de 2005 oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés à avoir un quota de 6% de personnes en situation de handicap. Si vous ne remplissez pas ce quota, vous avez une amende à payer, donc à l'AGFIP, qui est l'instance qui récupère cet argent, sachant que l'amende peut être relativement conséquente, puisque vous payez l'équivalent d'un SMIC par unité manquante. Si vous êtes à peu près un bon élève, c'est 1 à 4 fois le SMIC par unité manquante. Si vous êtes un très mauvais élève, c'est entre 8 à 12 fois le SMIC par unité manquante. Donc ça va très vite. Et donc Nokia, donc Alcatel à l'époque, décide de se fixer des objectifs d'embauche. Ils savaient très bien qu'ils n'atteindraient pas leurs 6%, mais ils ont donné un chiffre. Et après leurs 3 ans, malgré beaucoup d'efforts, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas rempli ce quota. Et ils se sont posé la question de pourquoi. Et en fait, la réponse est assez simple. Et encore aujourd'hui, 10 ans après la loi, c'est que vous avez à peu près 4% des étudiants en situation de handicap qui intègrent des écoles d'ingénieurs ou de commerce.
Sauf que Alcatel-Lucent est une entreprise qui embauche majoritairement des Bac+4, des Bac+5. Il y a aussi l'autre effet, pour ceux qui tout le monde n'intègre pas des écoles d'ingénieurs, vous pouvez aller à l'EFAC et avoir un Bac+5. Donc même si on a 80% des étudiants handicapés qui intègrent l'université, on n'en a que moins de 20% qui passent en master. Donc en fait, on a quand même un gap pour avoir des étudiants qui ont un Bac+5. Donc c'est assez mathématique, en fait on manque de vivier. Et donc cette association a été fondée pour pousser les étudiants, les lycéens qui sont en situation de handicap, qui veulent faire des études, à faire des études et aussi loin qu'ils le souhaitent. Donc on a majoritairement des étudiants en école d'ingénieur parce qu'on a des partenariats avec 6 écoles d'ingé, notamment l'INSA de Lyon. Mais on en a d'autres qui s'inscrivent sur des DUT ou des licences pro. Souvent, les personnes en situation de handicap s'arrêtent à des formations un peu courtes. Et voilà, l'idée, c'est au bout d'un moment de leur poser la question. Est-ce que tu as envie de faire un Bac+5 ? Oui, mais c'est trop compliqué. Non, en fait, rien n'est compliqué. Ou alors, si c'est compliqué, c'est pas pour toi que ça va être compliqué. L'idée, c'est justement de les accompagner et de faire sauter les freins qui s'opposent à eux alors qu'ils ont déjà suffisamment trimé dans toute leur vie scolaire. Et donc, on les accompagne pendant leur cursus d'études et jusqu'à leur insertion professionnelle parce que, comme tout étudiant, ils sont pas très bons pour se vendre, pour trouver un stage, pour trouver une entreprise. Mais ça, c'est pas lié au handicap. Tous les étudiants sont pas très bons là-dedans. Mais ça peut être encore plus compliqué quand on arrive en fauteuil, quand on arrive avec un appareillage, quand on arrive avec un chien guide, ce genre de choses. Et justement, on les prépare à montrer encore plus qu'ils sont motivés pour tel poste, tel stage, tel cursus, ce genre de choses. Et en fait, on fait beaucoup de mise en relation entre les étudiants, leurs écoles, parce qu'on ne veut pas du tout se substituer aux missions handicap des écoles pour favoriser ou pour faciliter le cursus. Mais voilà, ça va être de la mise en relation. Vous avez un problème, nous on connaît tel acteur qui peut vous apporter une solution. Et voilà. Et tout à l'heure, c'est vous qui disiez, c'est bien de faire un peu de mise en relation et que en fait, voilà, chacun travaille un peu dans son coin quand on fait du handicap. Et voilà, nous, on est basé sur le plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay, il y a quand même énormément d'entreprises, énormément d'écoles d'ingénieurs. Et du coup, on fait en sorte d'être un petit maillon dans un grand melting pot d'acteurs sur le handicap pour régler les problèmes que pose le handicap aujourd'hui dans l'insertion professionnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, c'est ça. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé un peu justement d'école et de difficultés, et donc vous êtes un très bon exemple de relation de tous les acteurs, je voudrais qu'on parle un peu aussi d'entreprise, plus particulièrement. Donc, et je voudrais qu'on demande ça, pose la même question à nos trois intervenants, des actions qui sont faites en entreprise et de un peu votre ressenti par rapport à ça, et peut-être que vous puissiez réagir après les uns par rapport aux autres, aux témoignages des autres. Donc, vous pouvez commencer, Madame Paulus, si vous voulez. Donc effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en tout cas notre approche est de considérer que sur un sujet comme le handicap, c'est de le concevoir comme une chaîne d'acteurs où chacun va avoir sa place et l'entreprise en a un primordial pour le sujet, c'est son rôle d'employeur. Donc à un moment donné, c'est lui qui va recruter les personnes, mais qu'il a besoin de fédérer autour de lui un certain nombre d'acteurs qui ont une expertise. Je vais prendre un exemple très précis sur le sujet du recrutement. On fonctionne avec une organisation qui s'appelle Handy Today sur le sujet du recrutement qui va donc réaliser tout un travail de sourcing et de relais médias pour mettre à disposition donc, des entreprises des viviers. On parlait de viviers tout à l'heure justement puisque la difficulté aujourd'hui pour les entreprises c'est d'arriver à toucher ces publics. Donc eux, leur expertise, c'est justement de faire ce travail de fond, d'identification des talents et de proposition aux entreprises. Donc ils nous mettent à disposition des viviers de talents pour des personnes qui sont en situation de handicap. Et derrière, ça fait maintenant 3 ans qu'on fonctionne sur cette initiative, on réalise des entretiens par téléphone ou en ligne. Donc Handy Today, aujourd'hui, c'est le premier salon de l'emploi en ligne pour les personnes en situation de handicap, ce qui fait que ça favorise grandement ce dont je parlais tout à l'heure, la fluidité entre offre et demande. Donc ça, c'est une première initiative qu'on a pu mettre en place et qui caractérise vraiment la complémentarité entre acteurs sur ce sujet du recrutement.
Donc aujourd'hui chez Chimex, on a vraiment comme objectif de se structurer tout un ensemble d'écosystèmes, donc d'acteurs en local qui peuvent graviter autour de nous sur le sujet du handicap, donc sur la thématique propre du recrutement, mais aussi sur la thématique de la sensibilisation. Donc on a par exemple, dans le cadre d'une initiative qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Citizen Day, noué un partenariat avec une entreprise, une association qui s'appelle Averroes et qui a pu sensibiliser les collaborateurs sur le sujet du handicap avec des ateliers sur handisport, le langage des signes par exemple. Donc quel est l'objectif derrière tout ça? C'est sensibiliser les collaborateurs pour mieux intégrer et mieux accueillir des personnes qui sont en situation de handicap et que lever des tabous, que tout ça paraisse finalement tout à fait normal et pas quelque chose d'atypique et de complètement lunaire en fait. Donc il y a eu cette initiative qui a été mise en place. L'écosystème il est aussi mis en place pour, si on ne peut pas recruter des personnes, contribuer à leur insertion dans l'emploi. Donc là on a des partenariats avec des ESAT pour par exemple tout ce qui est rédaction de réponses négatives pour les recrutements qu'on peut réaliser. Donc cette activité-là est sous-traitée à cet ESAT, ou des activités par exemple sur les espaces verts ou de services à la personne. Donc on est sur plusieurs terrains avec toujours cette idée de structurer un ensemble d'acteurs qui chacun ont leur expertise et leur valeur ajoutée pour que cette chaîne d'acteurs au fur et à mesure se fluidifie et fonctionne de la meilleure des manières. Ce dont je voudrais aussi parler, c'est finalement pour le replacer au niveau de la diversité, ce sujet du handicap, et pour finir sur une tonalité positive, c'est que trop souvent, on a vu, donc tu parlais tout à l'heure du 6%, quand c'est arrivé dans les entreprises, au départ, ça a été forcément vu comme une contrainte au départ, la première réaction naturelle. Et on se rend compte au fur et à mesure, alors c'est un travail de longue haleine, un travail de fond, mais qui commence à payer déjà au niveau des fonctions RH et plus globalement au niveau de l'entreprise, qu'on peut tourner cet objectif de 6% d'une contrainte à une opportunité. Et quand je dis ça, à quoi je pense? On est vraiment à un tournant aujourd'hui qui s'est accéléré avec la numérisation et la digitalisation, où les entreprises sont un vrai carrefour, un vrai tournant pour renouveler leur modèle économique. Et l'exemple le plus criant, c'est quand on regarde du côté des startups, qui sont souvent, on va dire, le signe annonciateur de ce qui peut arriver dans l'économie traditionnelle. Aujourd'hui, les startups, elles sont confrontées à une situation comparé aux grandes entreprises, c'est qu'elles ont moins le choix des candidats qu'elles peuvent recruter. Les entreprises comme L'Oréal, comme les grandes entreprises du CAC 40 ou même comme HP, elles ont un choix, un panel de candidats qui est assez large. Donc la tendance naturelle va être de ne pas prendre de risques et de recruter des profils dits classiques. Les startups, elles ont d'autres contraintes, elles sont moins connues, elles ont plus à prouver et de fait vont recruter plus facilement des profils dits atypiques. Et qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? C'est que tous les modèles, les business models disruptifs qui peuvent arriver dans tout un tas de domaines, que ce soit sur l'éducation, la santé, l'immobilier, etc., proviennent de ces profils atypiques justement, qui ont eu un parcours, qui ont eu des carrières, qui ont eu des chemins de vie qui sont divergents ou plus originaux par rapport au commun des personnes qui ont fait prépa, grande école, etc. Et je pense que les grandes entreprises ont beaucoup à se nourrir et à s'inspirer de ces modèles de recrutement et aujourd'hui s'inspirent de plus en plus de ces sujets. Et de voir donc la diversité comme une source de richesse, mais avec des applications très concrètes. Donc HP, je connais bien, entreprise par laquelle j'avais eu la chance de faire un stage il y a maintenant une dizaine d'années. Exemple très concret, une personne en situation de handicap à qui il manquait un bras. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers PC portables de première génération à clapper sur 2 entrées pour pouvoir les ouvrir. Bon, ben, c'est une personne qui a eu l'idée d'en mettre qu'un pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Donc voilà comment concrètement l'innovation peut arriver du brassage de profils qui sont divers. Donc je mets ça sous la tonalité générale de la diversité, mais le handicap, au même titre que d'autres éléments de la diversité, en fait vraiment partie. Très bien. Monsieur Étienne Guérin, vous pourriez nous parler de votre justement vécu en tant que personne appartenant à la mission handicap de chez HP, justement? Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je vais essayer de rebondir sur différents points. Le premier, on parle des fameux 6%. C'est un seuil qui est à la fois psychologique, pratique, légal. Enfin,
et il est critiquable, il est critiqué, mais il a le mérite d'exister et il fait bouger le système. Grâce à ça, il y a des initiatives, des entreprises se bougent, etc. C'est un paramètre, c'est comme on parle par exemple aujourd'hui de la fiscalisation sur le diesel et de l'essence pour les entreprises, c'est pareil, c'est un paramètre et ça fait bouger les choses. Alors après, c'est l'inertie du système, c'est de voir à quel point ça va bouger. Le problème, c'est qu'on a mis un paramètre qui est au bout de chaîne dans les entreprises ou dans la fonction publique. Mais comment on arrive à alimenter le vivier là-dessus? En fait, on garde le haut de l'échelle, mais on ne s'est pas occupé de mettre les premières barres au début de l'échelle, qui est l'éducation dans le primaire, la maternelle, le collège, le lycée, etc. Et c'est là où il y a beaucoup de démarches à faire et il y a beaucoup d'efforts. On parle de ce qui se passe. On parle beaucoup des jeunes en situation de handicap et un vrai axe de travail, c'est leur donner confiance et éliminer la censure à faire des études. Ce qui se passe, c'est que des fois, les jeunes se censurent eux-mêmes ou par leur entourage, de la famille, des enseignants, enfin, peu importe, mais se censurent à se projeter et à se dire, mais pourquoi pas moi? C'est ça le message. Et il y a des initiatives, bon, à talent égal, j'en doute pas. Par exemple, à la Fédé, il y a un programme qui s'appelle phare. On va prendre des jeunes en situation de handicap qui sont au collège ou au lycée, et on va les faire accompagner par d'autres jeunes qui sont dans le milieu de l'enseignement supérieur, des jeunes étudiants, et on va les accompagner semaine après semaine à faire des ateliers de prise de confiance, de prise de parole, de créativité, de visite d'école, pour les aider à se projeter et se dire pourquoi pas moi, pourquoi je ne ferais pas des études. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport aux initiatives dans les entreprises. Il y a ce que tu disais, toutes les problématiques de recrutement des jeunes. Le premier obstacle, c'est le vivier. On est sur un vivier faible, notamment dans des entreprises comme HP, Chimex, beaucoup de cadres, mais en face, peu de candidats. Il y a un axe que je trouve qui se développe beaucoup, c'est le recrutement interne. C'est la reconnaissance de propres collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, mais qui ne sont pas encore reconnus comme des travailleurs en situation de handicap, mais que les missions handicap vont travailler à les encourager à se faire reconnaître et les rassurer qu'elles ne vont pas être discriminées, mais au contraire, pour pouvoir mécaniquement, sur leurs propres ressources, augmenter leur seuil de satisfaction vis-à-vis des 6%. Et ça se travaille beaucoup. C'est le meilleur ROI pour une mission RH. Peu d'efforts, j'ai déjà mes propres ressources, je les valorise et hop, j'atteins mieux mes seuils. Donc voilà. À titre d'exemple, chez HP, donc moi je suis arrivé, le handicap auditif, je l'ai depuis la naissance, mais il y a aussi le handicap auditif au cours de la vie, par la vieillesse, et nombre de fois où la mission handicap m'a envoyé des collègues qui voulaient se faire appareiller, se faire reconnaître, qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu connais un bon audioprothésiste? Enfin, du copinage. Hein, mais ça a le mérite des initiatives internes, mais c'est un peu du réseautage. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas prendre toute la parole. Madame Paulus, peut-être. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et effectivement, en fait, je voulais tout à l'heure rebondir en disant c'est bien de dire qu'on manque de vivier, mais effectivement, en fait, très largement, les entreprises peuvent atteindre leurs 6%. Et je pense notamment aux universités qui ont maintenant l'obligation de payer leur amende 10 ans après les entreprises si elles n'ont pas leurs 6%. Juste de regarder les personnes qu'elles ont déjà en interne. Il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap, simplement parce que plus de la moitié des personnes handicapées le sont au cours de leur vie. C'est normal en fait d'avoir déjà ce vivier-là. Mais en fait, quand vous avez déjà fait toute votre carrière dans une entreprise, vous avez un peu peur de dire en fait, je suis handicapé. Parce que soit on va vous dire ah mais c'est parce qu'il y avait certaines personnes qui savaient que tu étais handicapé, du coup ils ont poussé ton dossier parce que c'est bien. Ou alors du coup comme tu es handicapé, on va un peu faire stagner ta progression. Voilà, donc effectivement, en fait, il faut réussir à démystifier le handicap en entreprise, que ce soit pour les jeunes ou pour les personnes qui y sont déjà. Et les initiatives, effectivement, il y a 10 ans, on faisait beaucoup de sensibilisation au handicap, donc c'est très bien, sauf que ça fait 10 ans maintenant, donc
c'est bien de refaire de temps à autre, mais il faut penser à autre chose. Et donc pour ça, l'innovation et se pencher sur des profils atypiques, c'est bien. Donc ça, c'est le genre d'initiative qu'il faut encourager. Et en fait, ce qu'il faut surtout encourager, c'est de parler du handicap, tout simplement. Arrêter de croire que handicap, c'est forcément synonyme d'incompétence ou de moindre productivité. On ne va pas se mentir, les entreprises, la productivité, c'est important. Peut-être qu'une personne en situation de handicap, elle va être moins productive, mais si on lui met les aménagements dont elle a besoin, elle va l'être tout autant, voire plus. Enfin voilà, ça reste des compétences qu'on embauche, quoi. Et un axe sur lequel il faudrait maintenant travailler pour les entreprises, c'est tout ce qui est handicap psychique. En fait, je ne sais pas si là je vous pose la question, quand je vous dis handicap, combien d'entre vous pensent automatiquement à fauteuil ? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux à qui... N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est pas très grave. Voilà. Est-ce que vous savez combien ça fait à peu près, en termes de proportion, le fauteuil roulant pour les personnes en situation de handicap ? C'est beaucoup, j'imagine, si vous avez levé la main. C'est 2%. Voilà, c'est vraiment infinitésimal. La plupart des handicaps... Vous avez une question ? Juste une question. Quel est le pourcentage de personnes considérées comme ayant un handicap dans la population active ? Dans la population active, je peux vous dire sur la population française, mais pas sur la population active. En fait, ça dépend. Si vous partez du principe que des gens sont porteurs de handicap, on est à peu près 12 millions. Après, il y a les gens qui sont reconnus officiellement comme des handicapés auprès des... Et là, on est un peu plus bas. 12 millions sur 66. Ça fait un peu de monde. Oui. Mais parmi ça, il n'y a pas que les gens qui... Par exemple, les handicapés de naissance, c'est 15%. Par exemple, une personne, pour parler politiquement correcte, vieillissante, appareillée, on considère qu'elle est en situation de handicap. C'est pour ça que je dis il y a les porteurs de handicap, et après, il y a ceux qui sont reconnus handicapés, c'est 6 millions. Donc c'est assez petit. Bref, et en fait, toujours est-il que maintenant, on voit un changement dans le handicap, notamment avec une grande prévalence du handicap psychique, voilà, le burn-out, la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, ce genre de choses, c'est des handicaps. Et en fait, c'est des handicaps qui font peur en entreprise, parce qu'on se dit, non mais s'il est dépressif, moi aussi je vais finir dépressif, je peux pas... Non. Et les comportements, il est schizophrène, je pense que s'il me croise dans un couloir, il va essayer d'attenter à ma vie. Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit. Et c'est les préjugés, on en est tous pétris, il faut juste comprendre ce que c'est comme handicap. C'est normal, c'est un handicap qui fait peur parce qu'on le connaît assez peu. Et moi, je pense que ça, c'est le nouveau cheval de bataille des entreprises. Sensibiliser aux handicaps invisibles et aux handicaps psychiques qui, en fait, vont être de plus en plus nombreux aujourd'hui du fait du monde moderne, en fait. Je voulais juste faire un petit point d'information. La différence entre handicap psychique et handicap mental. Le handicap mental induit des limitations intellectuelles que n'induisent pas le handicap psychique. Voilà, juste pour faire le distinguo. Merci. Il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un terme de vocabulaire. On parle de personnes handicapées, entre guillemets le raccourci, mais on parle aussi de personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est quand on veut être vraiment très précis et pointu. Et en général, ça veut dire qu'on est au fait de la question quand on parle de ça. Pourquoi on dit ça ? On dit situation de handicap, ça veut dire que dans certains cas,
je suis en situation de handicap, mais que si j'ai un environnement adapté, alors le handicap n'existe plus. Pour rebondir. Ça veut dire quoi? C'est que tout l'enjeu est de créer l'environnement pour dépasser le handicap. Après, il y a un élément paradoxal, c'est que quand on est dans le milieu de l'entreprise, particulièrement, c'est l'effet compétition. On est là, il faut être premier, c'est la productivité, les meilleurs, etc. Et parfois, ça va au contraire de toutes les initiatives qu'on veut mettre pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, parce que parfois, c'est vu comme un frein et ça prend du temps, etc. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, et c'est de convaincre qu'une fois qu'on casse ces barrières-là, la productivité, elle est la même. Et voilà. Après, il y a une autre question, c'est que quand on fait des recrutements de personnes en situation de handicap, c'est une question qui commence à émerger, enfin, je trouve qu'elle est nouvelle, c'est que, ok, on parle du recrutement, de les faire arriver sur un premier poste, mais après, une personne, et comme tout employé, elle aspire à évoluer et à progresser. On ne va pas recruter une personne en situation de handicap, la laisser dans le coin et faire le même job pendant 40 ans. C'est pas viable. Et se pose la question, mais toute personne en situation de handicap, elle a le droit à aussi évoluer, elle aspire à prendre des responsabilités, changer de job, etc. Et ça, c'est un sujet qui commence à émerger au sein des entreprises. Je ne sais pas si ça se voit ailleurs, mais je pense que c'est bon signe. Qu'on se pose des questions comme ça veut dire que la problématique commence à se poser et que c'est bon signe. Merci pour ce témoignage qui terminera cette table ronde. Désolée, il faut suivre le programme. Donc je tenais à remercier chacun d'entre vous, ainsi que l'audience pour ces questions et remarques. Et nous allons passer à une autre table ronde ensuite.